Je me tenais devant le miroir, ajustant mon blazer civil bleu marine, me répétant qu'aujourd'hui, à Coronado, je n'étais qu'une grande sœur ordinaire. Mais alors, la voix de mon père a retenti, déchirant le hall avec une insulte qui tranchait comme une lame dentelée. Ma Maria est une déserteuse de la gloire. Elle n'était pas assez solide pour être une guerrière. Elle n'est bonne qu'aux tâches de bureau. L'espace autour de moi s'est figé. Ma poitrine s'est resserrée, une douleur fulgurante me frappant comme une crosse de fusil froide en plein cœur. J'ai agrippé la lanière de mon sac, essayant de calmer mes mains tremblantes sous le poids de cette honte publique. Le monde ordonné de l'officier de haut rang en moi vola en éclats contre la cruauté de mon père. Il n'a aucune idée que cet échec, Maria Barker, est en réalité une vice-amirale, détenant des ordres classifiés qu'il n'aura jamais l'habilitation de consulter. Pourquoi un père écraserait-il l'honneur de sa fille, juste pour quelques minutes de fausse gloire pour son frère? Quand la vérité sur ces 3 étoiles d'or sur mon épaule sera enfin révélée, le regrettera-t-il? Ou laissera-t-il les préjugés déchirer notre dernier lien? J'ai pris une profonde inspiration, prête à entrer dans ce hall où 20 ans de silence allaient se conclure par une inévitable explosion d'émotions. L'air humide de la Virginie pesait lourdement sur le jardin, épais de l'odeur de la fumée de bois de carrier et de la graisse carbonisée. C'était un barbecue familial classique chez les Barker, des Budweiser dans des seaux en fer blanc, des nappes à carreaux rouges et le claquement rythmé de la moustiquaire. Mais je n'étais pas une invitée. J'étais la bonne. Je me tenais devant le grill en fonte noire, retournant des carrés de côte de porc les uns après les autres. La fumée s'élevait en volute, me piquant les yeux jusqu'à me les faire larmoyer. Bien que la fumée ne soit qu'une excuse commode pour les larmes que je refusais de verser. À quelques mètres de là, mon père, Robert Barker, était assis dans sa chaise de jardin préférée, entouré de ses vieux copains de l'armée. Il a fait un geste vers moi avec sa bouteille de bière, sa voix tonnant pour que tous les voisins l'entendent. Elle n'a pas fait grand-chose dans la marine, a-t-il gloussé, d'un son sec et moqueur qui a vibré dans sa poitrine. Elle n'a pas tenu le coup pour les choses sérieuses. Maintenant, elle n'est qu'une secrétaire glorifiée à Washington, à pousser des papiers et à servir le café. Mais regardez James, là-bas. Lui, il porte mon sang. Un vrai guerrier. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai senti le goût du cuivre. Mes mains, ces mêmes mains qui avaient commandé des groupes aéronavals entiers et planifié des frappes stratégiques au Moyen-Orient, n'étaient plus que de simples outils, gras et maniant des pinces. Chaque fois que j'essayais de croiser son regard, il regardait à travers moi, comme si j'étais un fantôme hantant sa parfaite pelouse américaine. Pour lui, mes 20 ans de service n'existaient pas, parce qu'ils n'impliquaient pas une tranchée boueuse. Puis, James est sorti sur le porche. Il portait son grand uniforme blanc tout neuf des Navy SEALs, le soleil se reflétant sur le laiton de son trident. Il était radieux, l'image du héros que mon père avait toujours voulu. Robert s'est levé avec une vitesse que ses genoux de 70 ans n'auraient pas dû lui permettre, se précipitant pour enrouler son bras autour des épaules de mon frère. Le seul héros dans cette maison, a annoncé mon père à la foule. James fait ce que sa sœur n'a pas pu faire. Il n'a pas fui quand l'entraînement est devenu difficile. Il ne s'est pas contenté d'un bureau parce qu'il avait peur de la boue. Les mots étaient comme une lame dentelée glissant sur ma peau. James m'a regardé, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, alimenté par l'adoration de notre père. Il croyait au mensonge autant que Robert. Pour eux, j'étais celle qui n'avait pas supporté la pression, celle qui avait choisi la voie facile vers Washington parce que je manquais de la trempe des Barker. Une voisine, Madame Gable, s'est approchée du grill. Maria, ma chère, ça fait si longtemps. Que faites-vous exactement au Pentagone? Ça a l'air si important. Avant même que je puisse reprendre mon souffle pour répondre, la voix de mon père a tranché, nette et dédaigneuse. Elle imprime des mémos et s'assure que les vrais officiers ont leur beignet, Betty. Ne la lancez pas sur le sujet, ou elle se mettra à pleurer comme le jour où elle a quitté l'académie. Une vague de rire a parcouru le jardin. Je suis resté là, paralysé, les pinces figées en l'air. L'isolement était absolu. Dans cette mer de visages familiers, j'étais une étrangère, une paria drapée dans un manteau d'échec perçu. Le poids de leur mépris s'est abattu sur mes épaules, comme 1000 kilos de plomb. Je ne pouvais plus rester là. J'ai tendu les pinces à un cousin confus, et je me suis réfugié dans la maison. L'air frais de la cuisine était un soulagement, mais le silence à l'intérieur était plus assourdissant que la fête à l'extérieur. J'ai plongé la main dans la poche de mon blazer, et j'ai senti l'or froid et dur de ma chevalière d'officier 3 étoiles.
C'était un lourd morceau de métal, un symbole de 2 décennies de mission classifiée et de responsabilité qui maintenait le monde en ordre. Ma mère était appuyée contre le comptoir, en train de sécher un verre. Elle m'a regardé avec des yeux doux et pleins de pitié, le genre de regard que l'on jette à un animal blessé. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne le faisait jamais. Elle n'allait pas contrarier Robert, même pas pour défendre sa fille aînée. J'ai pensé aux mots du général George Patton, la gloire est un effort d'équipe, mais l'échec est un fardeau solitaire. J'ai pris une inspiration lente et saccadée, ravalant la boule dans ma gorge. Je n'étais pas un échec. J'étais une vice-amiral de la marine des États-Unis. La vérité ne changeait pas, simplement à cause des mensonges que les autres racontaient. Je supporterais cette humiliation. Je le laisserais avoir son barbecue, parce que le compte à rebours avant Coronado avait commencé. Bientôt, la vérité aurait son heure. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez avaient ressenti exactement cette même blessure, la douleur d'être celui qui fait le travail pendant que quelqu'un d'autre reçoit les éloges. Si vous croyez que Maria mérite de voir son honneur restauré, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur j'aime et soutenir son parcours. Et si vous vous êtes déjà senti négligé par les personnes qui auraient dû vous aimer le plus, commentez simplement le mot force ci-dessous. Cela nous fait savoir que nous ne marchons pas seuls sur cette route solitaire. Vos j'aime et vos commentaires aident l'histoire de Maria à atteindre plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Le silence de la cuisine était mon seul compagnon pour l'instant. Mais demain, le monde verrait enfin qui est vraiment Maria Barker. La cuisine des Barker était suffocante, épaisse de l'odeur du poulet frit extra croustillant et d'années de ressentiment inexprimé. Un immense plat de cuisses et de blanc de poulet doré trônait au centre de la table, un trophée graisseux pour l'existence de James, tandis que l'odeur de sauce épaisse flottait dans l'air humide comme un brouillard. Robert était assis en bout de table, le visage d'un rouge profond et buriné, alors qu'il se versait un autre verre généreux de bourbon. Le tintement sec de son verre contre la bouteille sonnait comme le marteau d'un juge. Et c'est moi qui étais constamment en procès. Si tu avais ne serait-ce qu'une once du cran de ton frère, Maria, tu ne serais pas une sous-fifre glorifiée, a-t-il dit, en agitant un pilon de poulet dans ma direction. James était assis en face de moi, le torse bombé, s'imprégnant des louanges comme une éponge sèche. Tu serais là dehors, à rendre cette famille fière, au lieu de pousser du papier dans un sous-sol sans fenêtre à Washington. C'est une honte de voir une Barker se morfondre derrière un bureau. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas levé les yeux. J'ai juste pris une lente bouchée de purée de pommes de terre. Elle était salée, mais pas aussi amère que l'ironie qui me nouait les entrailles. J'ai regardé James, mon petit frère, qui était si incroyablement fier des ordres de déploiement qu'il venait de recevoir. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui avais passé les 72 dernières heures dans une installation sécurisée, à approuver personnellement les cartes de renseignement et les schémas tactiques pour la mission de son équipe. Je connaissais les coordonnées exactes de chaque menace qu'il affronterait, alors qu'il savait à peine lasser ses propres bottes de combat sans qu'un sergent ne les vérifie. Robert n'avait pas terminé. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une petite boîte doublée de velours, ses bords effilochés et gris à force d'être manipulés. Avec un bruit sourd, il a posé sa vieille Bronze Star sur la table, juste à côté de mon assiette. Elle paraissait petite et insignifiante, face à l'immensité de son mépris pour moi. « Prends-la, Maria, a-t-il ordonné, sa voix rauque baissant d'une octave. Tiens-la. Je veux que tu sentes ce qu'est le véritable honneur. C'est quelque chose de lourd, quelque chose qu'une déserteuse qui a fui l'académie ne pourra jamais toucher. C'est le poids d'un homme qui n'a pas reculé quand les choses sont devenues sanglantes. J'ai tendu la main, mes doigts effleurant le métal froid et piqué de la médaille. Mon cœur s'est tordu, non pas de honte, mais d'une sorte de pitié lasse. Mon père n'avait aucun moyen de savoir que j'en avais des dizaines comme celle-ci, ainsi que des médailles du service distingué, qui étaient rangées dans un coffre-fort de haute sécurité au Pentagone, loin de ses yeux indiscrets et critiques. Pour lui, ce morceau de métal était le summum de l'accomplissement humain. Pour moi, c'était un rappel du coup du silence que je devais maintenir, pour garder des hommes comme lui en sécurité et à l'aise dans leurs préjugés. Soudain, la forte vibration de mon téléphone sécurisé a secoué la poche de mon blazer. L'impulsion rythmique spécifique m'a dit exactement qui appelait. Je me suis raclé la gorge et j'ai repoussé ma chaise, le pied en bois raclant durement le linoléum. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. C'est le travail. Robert a laissé échapper un grognement sec et moqueur. Vas-y donc.
c'est le patron qui appelle pour savoir où sont ses beignets, ou tu es encore à court de toner d'imprimante. James a laissé échapper un rire étouffé, la bouche pleine de poulet, ses yeux dansant d'un plaisir cruel. Je me suis éloigné de la lumière chaude de la salle à manger, pour entrer dans les ombres du couloir sombre. Dès que la porte de la cuisine s'est refermée, toute ma posture a changé. La fille fatiguée a disparu, et la vice-amiral a pris sa place. J'ai ouvert le téléphone à clapet et j'ai parlé dans la ligne cryptée, avec une voix comme de l'acier affûté. Barker, ici, ai-je dit. Madame, ici le colonel Matthews, a répondu une voix sèche à des milliers de kilomètres de là. La 5e flotte est en position dans le Golfe. Nous avons un visuel sur la cible qui franchit la frontière maritime. Nous sommes au vert sur toute la ligne, et nous attendons votre autorisation directe pour procéder à l'engagement. Compris, colonel, ai-je répondu, en regardant une photo encadrée de James sur le mur du couloir. Maintenez une posture défensive, mais s'ils franchissent la ligne, vous êtes autorisé à engager. Ouvrez le feu. Ne les laissez pas percer le périmètre. Est-ce clair? Clair comme de l'eau de roche, vice-amiral. Ordre reçu. Nous nous déplaçons pour intercepter, maintenant. J'ai refermé le téléphone, et je suis resté dans le noir un long moment. Mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'ordre que je venais de donner, mais à cause de la distance stupéfiante et impossible entre mes deux mondes. J'ai pris une inspiration lente et stabilisatrice, et j'ai murmuré les mots que je portais en moi depuis mon premier jour en mer, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je suis retourné dans la cuisine, Robert était toujours en train de rire, au milieu d'une histoire sur une bagarre de bar dans laquelle il s'était retrouvé il y a 40 ans. Il m'a regardé et a secoué la tête, ses yeux pleins d'une pitié dédaigneuse. Le patron t'a passé un savon? Tu as probablement encore fichu le bazar dans le classement, n'est-ce pas? Je me suis rassise, et j'ai repris ma fourchette. J'ai regardé le vieil homme en face de moi, un homme qui avait passé sa vie à construire un monument à son propre ego, à partir des débris de la dignité de sa fille. Je me suis demandé si son cœur pourrait même supporter le choc, si je lui disais la vérité. La tempête approchait, et c'était moi qui avais invoqué la foudre. L'air de la base navale de Coronado était épais de l'odeur des embruns salés, et de l'odeur métallique et lourde du kérosène JPE5. Au-dessus de nos têtes, le vrombissement rythmé des hélicoptères MH-60 Hawk vibrait dans ma poitrine, une fréquence familière qui me donnait habituellement l'impression d'être à la maison, mais qui aujourd'hui ressemblait à une tempête imminente. Je marchais à plusieurs pas derrière mon père, Robert, alors que nous approchions du point de contrôle de sécurité principal. Il marchait avec une arrogance théâtrale, les épaules carrées comme s'il menait encore un peloton dans les Highlands, serrant les laissez-passer VIP pour la remise de diplôme des SEALS de James, comme s'il s'agissait de sa propre commission. Lorsque nous sommes arrivés devant le jeune maître d'armes à la porte, Robert n'a pas seulement montré sa carte d'identité, il l'a brandie. Il s'est penché, la voix forte et condescendante, en me désignant du pouce d'un air dédaigneux. J'ai les laissez-passer principaux pour les places familiales, mon garçon. Celle-ci, c'est juste une aide domestique que nous avons amenée pour porter le matériel. Elle n'a pas besoin de l'accès VIP. Mettez-la simplement dans la section civile annexe, ou là où le personnel attend. Le jeune marin a regardé de Robert à moi, ses yeux se posant sur mon blazer civil et mon expression calme. Il a hésité, son entraînement lui faisant sentir quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, une posture qui ne correspondait pas à l'étiquette des WED. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vu commencer à se pencher pour vérifier ma carte d'identité secondaire. Je lui ai fait un signe de tête presque imperceptible. Un ordre silencieux de se retirer, que seul un officier peut comprendre de la part d'un autre. Il a scié, a dégluti difficilement, et a reculé, claquant un salut sec et légèrement confus à mon père. Robert a gloussé, d'un son sec et arrogant. « Tu vois ça, Maria? Même les gardes connaissent la différence entre un vrai soldat et quelqu'un comme toi. Sans moi, tu n'aurais même pas le droit de respirer l'air de cette base. Tu as de la chance que je t'ai laissé venir. » Je n'ai rien dit. J'ai gardé les yeux fixés sur l'horizon, le soleil californien aveuglant se reflétant sur le Pacifique. J'ai pensé aux mots de Martin Luther King Jr., l'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Dans ce microcosme qu'était ma famille, l'injustice était si totale qu'elle était devenue l'air que nous respirions. Robert croyait que l'honneur était quelque chose qu'il pouvait contrôler, ignorant que j'avais passé plus de temps sur des bases comme celle-ci, qu'il n'en avait passé dans toute sa carrière.
À l'intérieur de la salle de remise des diplômes, l'atmosphère était électrique, empreinte de tradition. La pièce était une mer de grands uniformes blancs et de cuivre poli. Robert et ma mère ont été conduits au premier rang, la section réservée à la famille Honoré, où ils se sont assis sous les immenses drapeaux drapés. Robert s'est retourné, me repérant debout tout au fond de la section annexe, niché dans un coin poussiéreux près de l'entrée de service. Il m'a foudroyé du regard, et a fait un mouvement sec de la main vers le bas, me faisant signe de baisser la tête et de garder les yeux au sol. N'ose même pas lever les yeux, a-t-il sifflé entre ses dents alors que les gens passaient. Ne mets pas James dans l'embarras devant ses coéquipiers. Reste dans l'ombre où est ta place, et fais comme si tu étais invisible. Je me suis adossé contre le mur de béton froid, mes mains serrées en nœuds serrés derrière mon dos. Mon cœur hurlait pour la justice que mon père m'avait refusée pendant 2 décennies. Mais l'amiral en moi est resté une statue. Puis est venu le son, le tonnerre rythmé et synchronisé des bottes de saut frappant le sol. Les diplômés des SEALS ont défilé, un mur de muscles secs et de volonté de fer. Ils étaient le fer de lance, les meilleurs guerriers que notre nation produisait. Robert les a regardés avec un air d'adoration pure et inaltéré, les yeux brillants. Il s'est penché vers moi, sa voix un murmure venimeux. Regarde-les, Maria. Regarde de vrais hommes. C'est grâce à eux que ce pays est en sécurité. Pendant que tu es assise dans ton bureau climatisé, à gaspiller l'argent des contribuables. Eux, ce sont des guerriers. Toi, tu n'es qu'un fardeau que nous avons dû porter. J'ai fixé la nuque de James au premier rang. Les mots de mon père étaient un poids lourd, mais ma connaissance était plus lourde encore. Je suis restée assise là, en silence. Le fardeau, la bonne, l'employé de bureau. Sachant que c'était moi qui avais signé les ordres de déploiement de ces hommes. C'était moi qui avais débloqué le budget des opérations secrètes, pour la mission même pour laquelle ils partiraient mardi prochain. Ils étaient la lance, mais j'étais la main qui la dirigeait. Soudain, la pièce est devenue silencieuse comme la mort. Les portes latérales se sont ouvertes, et un général 4 étoiles est monté sur scène. Le général Miller, commandant de toutes les opérations spéciales. L'air dans la pièce a semblé se raréfier, alors que tout le monde s'est mis au garde à vous. Miller se tenait au pupitre, sa poitrine une tapisserie de bravoure, ses yeux vifs comme ceux d'un faucon. Il a commencé à balayer la pièce du regard, son regard se déplaçant lentement sur les rangées de famille. Ses yeux sont passés sur James. Ils sont passés sur Robert, qui se penchait en avant, mendiant pratiquement un regard. Et puis, les yeux de Miller se sont arrêtés. Ils se sont verrouillés sur le coin le plus reculé de la pièce. Ils se sont verrouillés sur moi. J'ai vu le front du général se plisser, un éclair de confusion authentique, puis de réalisation, traverser son visage. Il a regardé mes vêtements civils, ma position dans la section annexe, puis de nouveau le premier rang où ma famille était assise. Une tempête a commencé à gronder dans son expression. Robert, inconscient comme toujours, a murmuré avec excitation à ma mère, « Regarde, le général Miller regarde droit sur James. Il sait que James est déjà une légende. » Mais Robert se trompait. La tempête n'était pas pour James. Elle était pour l'homme qui avait forcé une vice-amiral à s'asseoir dans la poussière. Le soleil californien était un marteau implacable, frappant l'asphalte de Coronado avec une fureur de 35 degrés. L'air était une soupe épaisse de sel, de chaleur et de l'odeur chimique prononcée de la crème solaire. Alors que la pause de midi commençait, mon père, Robert, a poussé une lourde glacière igloo bleue vers moi, ses roulettes en plastique cliquetant bruyamment contre le trottoir. Elle était remplie à ras-bord de glace, et de dizaines de bouteilles d'eau en plastique d'Azani. Ne reste pas plantée là comme une statue, Maria, a aboyé Robert, sa voix tonnant à travers la cour, attirant intentionnellement l'attention d'un groupe d'officiers de marine qui passait. Allez, sois utile pour une fois. Distribue ça aux vétérans et aux invités. Au moins, tu peux te débrouiller pour distribuer de l'eau, puisque tu n'as pas réussi à gérer une vraie carrière. C'est mieux que de rester assise dans ce bureau climatisé à Washington, à ne rien faire. J'ai saisi les poignées en plastique glacé, le poids de la glacière tirant sur mes articulations. En me déplaçant, la glace fondue a débordé, trempant mes mains et coulant sur mon blazer civil. C'étaient les mêmes mains qui avaient signé des traités de sécurité nationale, et autorisé des budgets de défense de plusieurs milliards d'euros. Maintenant, elles étaient couvertes d'eau glacée sale, servant de spectacle public au mépris de mon père. Il voulait que tout le monde le voie. Il voulait m'ancrer dans le rôle d'une servante,
à l'endroit même où j'aurais dû être honoré. Alors que je me penchais pour sortir une bouteille pour un vétéran âgé, une ombre est tombée sur moi. J'ai levé les yeux, et je me suis figé. Debout là, impeccable et immaculé dans son uniforme blanc d'été, se tenait le capitaine Sarah Jenkins. 5 ans plus tôt, elle avait été mon officier de renseignement principal à la 5e flotte. Ses yeux se sont écarquillés, sa mâchoire tombant presque, alors qu'elle me voyait, trempé d'eau glacée, traînant une glacière en plastique comme une employée. Madame, vice-amiral, a commencé Sarah, sa main se levant automatiquement vers son front pour un salut sec et instinctif. Je lui ai fait un signe de tête rapide et désespéré, un ordre silencieux de s'arrêter. Mais Robert s'était déjà interposé entre nous, son visage se tordant en un sourire condescendant. Il n'a pas vu un capitaine. Il a vu un officier de haut rang qu'il pouvait impressionner en rabaissant sa fille. Ne faites pas attention à elle, capitaine, a interrompu Robert, son ton dégoulinant d'une fausse excuse. C'est juste ma fille, Maria. C'est l'échec de la famille. On l'a juste amenée pour aider à porter les charges lourdes, puisqu'elle a l'habitude d'être une subalterne de toute façon. C'est juste une employée de bureau, vous voyez. Elle ne connaît rien à la vraie vie militaire. Sarah a regardé mon père avec un regard d'horreur pure et inaltéré. Elle m'a regardé, puis de nouveau lui, son visage rougissant d'un mélange de confusion et de rage montante. J'ai senti l'humiliation s'enfoncer jusqu'à la moelle de mes os, plus froide que la glace dans mes mains. Être traité d'échec devant la femme qui m'avait vu mener une flotte au combat était une agonie particulière. Quand Robert s'est finalement éloigné pour se vanter auprès d'un autre groupe d'invités, Sarah m'a suivi derrière une pile de caisses de matériel. La cour bourdonnait de bavardages, mais entre nous, il n'y avait qu'un silence vibrant. « Madame, que se passe-t-il » a chuchoté Sarah, sa voix tremblant d'émotion. « Pourquoi le laissez-vous vous parler comme ça ? Vous êtes la vice-amiral Maria Barker. Vous êtes la femme qui a sauvé tout mon bataillon en Syrie, quand le renseignement est tombé en panne. Nous vous devons la vie. » Je l'ai regardé, le soleil de Coronado me piquant les yeux. Je pouvais voir le reflet de ma propre fatigue dans ses boutons en laiton poli. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour James, Sarah, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Et parce qu'il y a des vérités si lourdes qu'elles réduiraient mon père en cendres s'il les connaissait. C'est un vieil homme, qui vit dans un rêve qu'il a construit à partir de mes échecs perçus. Laissons-le avoir cette journée. Sarah est restée là, les larmes montant à ses yeux. Elle a tendu la main, sa main planant près de mon bras, mais elle ne m'a pas touché. Elle comprenait le poids du sacrifice, le choix silencieux et angoissant d'être effacé pour que quelqu'un d'autre puisse briller. J'ai pensé aux mots de Ronald Reagan, il n'y a pas de limite à la quantité de bien que vous pouvez faire, si vous ne vous souciez pas de qui en reçoit le crédit. Ce n'est pas juste, a murmuré Sarah. Ce n'est tout simplement pas juste. Elle a reculé, et malgré mon avertissement précédent, elle s'est tenue parfaitement droite, et m'a offert le salut le plus respectueux et le plus impeccable que j'ai jamais reçu. C'était un salut de reconnaissance pure et déchirante. Je n'ai pas vu James, qui se tenait à 3 mètres de là, caché par l'ombre d'un camion de transport. Il cherchait une bouteille d'eau, mais il s'était arrêté, figé. Il avait vu le salut. Il avait entendu les mots, vice-amiral et Syrie. Son front était profondément plissé, ses yeux faisant des allers-retours entre moi et le capitaine qui s'éloignait. Maria, a appelé James, sa voix se brisant légèrement. Comment vient-elle de t'appeler ? Qu'est-ce qu'elle disait à propos d'un bataillon ? Robert est apparu de nulle part, attrapant James par l'épaule. Elle n'a rien dit, James. La fille est confuse. Elle a probablement eu trop de soleil. N'écoute pas les amis de bureau de Maria. Allez. La cérémonie finale commence. C'est ton moment, mon fils. James s'est laissé entraîner, mais il a regardé par-dessus son épaule vers moi. Pour la première fois en 20 ans, le regard dans ses yeux n'était pas du mépris. C'était une prise de conscience terrifiante et naissante. La porte de la vérité avait enfin été déverrouillée, et la lumière commençait à filtrer. L'auditorium de Coronado était une immense cathédrale de la fierté militaire, sentant la cire industrielle pour sol, l'amidon de blanchisserie lourd et la sueur nerveuse d'un millier de personnes. Pendant que les invités importants étaient conduits vers les sièges moelleux recouverts de velours, près de la scène, mon père, Robert, s'est assuré que je reste exactement là où il pensait que j'appartenais. Il m'a attrapé le bras et m'a poussé vers un endroit poussiéreux et rempli d'ombre, tout au bout de l'allée dans la dernière rangée, juste à côté des lourdes portes de sortie en métal.
Reste là et observe le succès de ton frère, Maria, a sifflé Robert, ses yeux plissés avec une sorte de satisfaction cruelle. Peut-être que tu apprendras quelque chose sur le courage que tu as réussi à perdre. C'est une pièce pour les guerriers, pas pour les gratte-papiers qui n'ont pas supporté la pression. Ne bouge pas, et essaie de ne laisser personne savoir que tu es de notre famille. Je me suis adossé contre le mur de béton froid et rugueux. La poussière du sol semblait s'accrocher à l'ourlet de mon blazer, une manifestation physique du peu d'estime que ma famille me portait. J'ai levé les yeux vers la scène, drapée d'immenses drapeaux américains et brillant sous les projecteurs intenses. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie, un fantôme hanté par le sang même qui coulait dans mes veines. J'ai pensé aux 20 ans de lettres que j'avais envoyées à la maison, des récits détaillés et manuscrits de mes promotions, de mes commandements et des sacrifices que j'avais faits. Ma mère m'a dit un jour que Robert prenait ses lettres, sans les ouvrir, et les jetait dans un tiroir graisseux de son établi de garage. Il avait passé 2 décennies à soigneusement entretenir le mensonge de mon échec, simplement parce qu'il ne pouvait pas accepter que ce soit sa fille qui ait atteint les sommets dont il n'avait fait que rêver. J'ai fermé les yeux, récitant silencieusement les mots des Proverbes 10h9, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui pervertit ses voies sera découvert. Soudain, la pièce est devenue d'un silence glacial. Le général Miller s'est approché du microphone. Sa voix ne s'est pas seulement propagée dans les haut-parleurs. Elle a vibré dans le plancher, un tonnerre grave et rauque qui a ordonné à chaque âme dans le bâtiment de retenir son souffle. Aujourd'hui, nous honorons ces nouveaux SEALS, a commencé Miller, ses yeux balayant la foule avec l'intensité d'un faucon. Nous honorons leur cran et leur volonté de faire. Mais il y a une personne dans cette pièce aujourd'hui dont vous ne trouverez pas le nom sur aucun programme. Quelqu'un dont le dévouement silencieux et infatigable, et le génie stratégique, ont maintenu en vie chacun de ces hommes. Pendant leur dernière phase d'entraînement et leur prochain déploiement. Un murmure sourd a parcouru la salle. Robert s'est penché en avant, un sourire délirant et triomphant s'étalant sur son visage. Il s'est penché vers ma mère et a chuchoté, assez fort pour que les rangées autour de lui l'entendent, il parle de moi. Il sait que c'est moi qui ai élevé James pour en faire un tueur. Il honore l'héritage des Barker, et la façon dont j'ai forgé le caractère de ce garçon. J'ai senti mon cœur marteler contre mes côtes, un battement rythmé qui semblait sur le point de faire éclater ma poitrine. J'ai regardé James au premier rang. Il ne souriait pas. Il était assis, parfaitement immobile, la tête légèrement inclinée sur le côté, son soupçon antérieur de la cour rongeant clairement son esprit. Il regardait le général, puis il a lentement tourné la tête pour me regarder, moi, qui me tenais dans l'ombre de la dernière rangée. Le général Miller n'a pas regardé les dignitaires. Il n'a pas regardé les rangées de parents fiers au premier rang. Son regard acéré était fixé sur le fond même de la salle. Robert a remarqué l'attention du général et s'est moqué, se retournant pour se moquer de moi une dernière fois. Regarde cette fille. Elle a tellement honte qu'elle ne lève même pas la tête. Elle sait qu'elle est une honte pour tout ce que cette pièce représente. Il ne savait pas que ma tête baissée était la seule chose qui empêchait mon autorité 3 étoiles de briser sa réalité, à cet instant précis. Soudain, sans un mot d'avertissement, le général Miller s'est éloigné du pupitre. Le silence dans la pièce est devenu absolu. Si silencieux qu'on pouvait entendre le cri lointain d'une mouette à l'extérieur. Miller a descendu les escaliers de la scène, ses bottes de saut poli frappant le sol avec un bruit sourd, lourd et rythmé, boum, 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 qui sonnait comme le compte à rebours avant une explosion. Il a commencé à marcher, non pas vers les sorties, ni vers les VIP. Il a marché droit dans l'allée centrale, se déplaçant avec l'élan irrésistible d'un raz-de-marée. Alors qu'il approchait du premier rang, Robert s'est levé avec un large sourire avide, tendant la main pour une poignée de main. « Général Miller, monsieur, je suis Robert Barker, le père de James. C'est un honneur absolu de... » Miller n'a même pas scié. Il est passé devant Robert comme si l'homme était fait de fine fumée, son épaule effleurant le bras tendu de mon père sans un second regard. Robert s'est figé, sa main suspendue dans le vide, son visage virant à un violet confus et marbré. Le général ne s'est pas arrêté. Il a continué à marcher, ses yeux rivés sur les miens. Toutes les têtes dans l'auditorium se sont tournées, suivant son chemin vers le fond de la pièce. La clé du secret tournait dans la serrure. Les pas de la justice étaient enfin à mes pieds, et le silence de 20 ans était terminé. Le général Miller s'est arrêté à exactement 3 pas devant moi. Le silence dans l'auditorium n'était plus seulement une absence de bruit. C'était un poids physique,
un vide suffocant qui semblait aspirer l'oxygène même de la pièce. Mon père, Robert, se tenait figé à quelques mètres de là. Ses mains toujours maladroitement tendues dans les airs, son visage un masque de confusion profonde et bégayante. Il regardait le général, puis moi, puis de nouveau le général, son cerveau clairement incapable de traiter la collision de ces deux réalités. Il se tenait là comme un homme qui aurait été frappé par la foudre, mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il était mort. Puis, le monde a basculé sur son axe. Le général Miller, l'homme le plus puissant et le plus décoré du bâtiment, a claqué ses talons polis l'un contre l'autre, et m'a offert un salut si sec, si parfait, qu'il semblait vibrer de la force de toute sa carrière militaire. Vice-amiral Barker a tonné la voix de Miller, portant jusqu'à chaque recoin de l'immense salle, sans le moindre besoin d'un microphone. C'est un honneur profond et distinct de vous voir ici aujourd'hui, madame. Nous ne nous attendions certainement pas à ce que l'esprit stratégique le plus brillant du Pentagone se tienne ici, dans la section annexe, parmi les civils. Au moment où ces mots ont quitté ses lèvres, quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Comme déclenché par un seul et puissant courant électrique, les 200 Navy SEALs fraîchement diplômés des premiers rangs se sont levés, dans une parfaite unisson. Le son de leurs lourdes bottes de saut frappant le plancher en bois poli fut un claquement unique et violent, un coup de tonnerre qui secoua les fondations même du bâtiment, et fit vibrer les vitres des hautes fenêtres. Telle une immense vague de blanc et de laiton, ils se sont mis au garde à vous, les yeux fixés droit devant, avec une discipline terrifiante par son intensité. Bonjour, vice-amiral, ont-ils rugi ensemble, leur voix se fondant en un seul mur de son assourdissant, qui a résonné sur les hautes poutres et a semblé vibrer dans mes os même. À cet instant, le monolithe massif qu'était l'ego de mon père s'est finalement effondré en poussière. J'ai regardé le visage de Robert Barker passer d'un violet marbré et colérique, à un blanc fantomatique et maladif. La main qu'il avait si avidement tendue au général est retombée le long de son corps, comme un poids de plomb. Mais le moment le plus symbolique fut lorsque sa vieille casquette de vétéran de l'armée, celle qu'il avait portée comme une couronne d'épines en m'insultant toute la matinée, a glissé de ses doigts tremblants, et a heurté le sol poussiéreux avec un bruit sourd et définitif. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti. C'était un homme assistant à l'anéantissement total et absolu de son propre monde. Le général Miller n'a pas détourné les yeux de moi, mais sa voix s'est transformée en une plaque de glace sub-zéro, alors qu'il s'adressait à l'homme debout à côté de lui. Monsieur Barker, j'espère sincèrement que vous réalisez l'incroyable envergure de la femme qui se tient devant vous en ce moment. Votre fille n'est pas seulement un officier. Elle est l'architecte principal des dispositifs de frappe qui tiennent les ennemis de cette nation à distance. Chaque nuit. En fait, sans les schémas de renseignement et les moyens tactiques qu'elle a personnellement autorisés il y a 3 semaines, votre fils n'aurait probablement pas survécu à la 3e semaine de la phase d'entraînement la plus dangereuse au monde. Les mots ont frappé Robert comme un coup physique à la poitrine. Il a reculé en trébuchant, ses jambes cédant finalement, alors qu'il s'effondrait pratiquement dans son fauteuil rembourré de velours. Il a couvert son visage de ses mains burinées et tremblantes, la honte changeant enfin de propriétaire après 20 longues années de silence. La bonne, l'employée de bureau, la honte, était en fait la sauveuse silencieuse de son fils unique. Je suis sorti de l'ombre de la dernière rangée. Je ne me sentais plus comme une victime. Je ne me sentais plus petite, ni invisible. Je me suis tenue droite, les épaules carrées et la tête haute. L'autorité que j'avais portée pendant 2 décennies se manifestait enfin à la lumière du jour. J'ai regardé vers le premier rang, croisant le regard de James. Mon frère me fixait, son trident de cils brillant sur sa poitrine, mais son expression était un mélange d'admiration absolue et de culpabilité écrasante. Il me voyait enfin, non pas comme la sœur qu'il avait éclipsée, mais comme la commandante qu'il ne pouvait qu'espérer imiter. J'ai pensé aux paroles de Jésus dans Jean 8h32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Pendant 20 ans, le mensonge avait été une prison pour nous tous. Mais aujourd'hui, les murs avaient été soufflés par le tonnerre de 200 héros. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de chercher la vengeance. La vérité était assez forte. Si voir Maria obtenir enfin le respect qu'elle a mérité a fait gonfler votre cœur de fierté, veuillez cliquer sur j'aime dès maintenant. Et pour montrer à Robert que la vérité gagne toujours, tapez le mot fier dans les commentaires ci-dessous. Faisons savoir à Maria qu'elle n'est plus invisible. J'ai descendu lentement l'allée centrale. La foule s'est écartée pour moi comme la mer Rouge. J'étais Maria Barker, vice-amiral de la marine des États-Unis. Et pour la première fois de ma vie,
j'étais enfin à ma place. Après les saluts tonitruants de la cérémonie de remise des diplômes, le silence du soir m'a frappé à la poitrine comme un coup physique. Je ne suis pas resté pour le champagne, les rires forcés ou les tapes dans le dos maladroite de la réception. J'avais besoin de respirer un air qui ne sentait pas le protocole militaire ou le laiton poli. J'ai marché seul le long du Pacifique, laissant les pointes acérées de mes talons s'enfoncer profondément dans le sable frais et humide de la plage de Coronado. Chaque pas était une lutte, un effort délibéré pour avancer, tout comme l'avaient été les 20 dernières années de ma vie. Le rythme des vagues déferlantes ressemblait à une énorme machine en marche, essayant d'effacer les échos des insultes de mon père. J'aurais dû être triomphante. J'avais été vengé de la manière la plus publique qui soit. Pourtant, alors que les embruns me frappaient le visage, j'ai ressenti un sentiment de vide dévastateur. Mes épaules, bien que finalement libérées du poids des mensonges de mon père, me semblaient plus lourdes qu'elles ne l'avaient jamais été. J'ai alors réalisé que les 3 étoiles d'or sur mon blazer ne représentaient pas seulement le pouvoir. Elles représentaient le coût stupéfiant et solitaire du pont que j'avais dû brûler pour les atteindre. Sur le parking de la base, l'atmosphère était encore plus froide. Mon père était assis sur le siège conducteur de son vieux Ford F-150, un camion qui rugissait habituellement de sa confiance et reflétait sa fierté. Maintenant, ce n'était plus qu'une cage creuse et silencieuse d'acier rouillé. Je l'ai observé de loin, alors qu'il essayait d'insérer la clé dans le contact. Ses mains rugueuses et puissantes qui avaient construit un atelier d'usinage et une réputation d'être incassables, tremblaient comme des feuilles mortes dans une bourrasque de Virginie. Il ne parvenait pas à aligner la clé argentée avec la serrure. Il fixait le tableau de bord, sa respiration courte et saccadée. J'ai vu ses yeux se tourner vers le rétroviseur, attrapant mon reflet alors que j'approchais du camion. Pour la première fois en 70 ans, l'homme de fer de Richmond avait l'air véritablement effrayé. Il ne me regardait plus avec sa colère habituelle ou sa pitié dédaigneuse. Il me regardait avec une sorte de terreur primaire. Il réalisait que la fille qu'il avait traitée comme une servante était une géante qu'il n'avait jamais vraiment connue, et il était terrifié par le châtiment qu'il pensait devoir subir. Le voyage de retour vers la côte fut un cauchemar creux et retentissant. James s'est approché de moi avant que nous n'embarquions, son arrogance habituelle envolée et son uniforme blanc de cils semblant froissé. « Maria » a-t-il murmuré, sa voix se brisant comme celle d'un jeune garçon. Je ne savais pas honnêtement, je n'en avais aucune idée. Je lui ai offert un sourire mince et las, qui n'atteignait pas mes yeux fatigués. « Tu n'avais pas besoin de savoir, James. C'était ma mission, pas la tienne. » Le vol de retour vers Richmond s'est déroulé dans un silence si épais qu'on aurait dit qu'il allait tous nous étouffer. Robert était assis dans la rangée juste en face de moi, son regard fixé en permanence sur les nuages gris à l'extérieur du petit hublot. Il ne regardait pas ma mère. Il ne regardait pas James. Et il ne me regardait certainement pas, moi. Le silence était une chose mortelle. Un vide là où se trouvait autrefois son arrogance. Je me suis adossé et je me suis souvenu d'une citation de Billy Graham, « Le pardon est la forme la plus élevée de l'amour. Il exige d'une personne qu'elle soit plus forte que celle qui a causé la douleur. » J'ai fermé les yeux et je me suis demandé si j'étais réellement assez forte pour combler ce fossé. Nous sommes arrivés à la vieille maison familiale de Richmond, sous le couvert d'un ciel lourd et sans lune. L'air ici était différent, plus doux, sentant les chênes anciens et l'odeur amère et faible de l'herbe brûlée des champs voisins. C'était l'odeur de mon enfance. Mais ce soir, elle sonnait comme un avertissement des choses à venir. Mon père n'a pas aidé avec les bagages. Il a franchi la porte d'entrée, la tête baissée, et a disparu dans son bureau, claquant la lourde porte en bois derrière lui. Je me suis tenu dans le salon, la maison craquant de vieillesse autour de moi. Mes yeux ont dérivé vers les murs, qui étaient couverts des certificats encadrés et des trophées sportifs de James, un sanctuaire au fils guerrier. Puis j'ai regardé le coin sombre, derrière un grand vase en céramique poussiéreux. Mes propres honneurs, mon diplôme de l'académie, étaient rangés là, oubliés et gris de négligence. J'ai laissé échapper un long soupir saccadé, qui a semblé résonner dans les couloirs vides. J'avais trouvé la justice à Coronado, mais cette maison était encore un tombeau de vieux préjugés. La véritable bataille pour reconquérir ma famille ne faisait que commencer. La nuit de Virginie était épaisse et lourde, saturée de l'odeur des aiguilles de pin humides et de l'air doux et moite de la fin de l'été austral. J'étais assise sur la vieille chaise à bascule en bois patiné, sur le porche arrière, mes doigts traçant la condensation froide sur un grand verre de thé glacé. La lumière jaune anti-insecte, au-dessus de la moustiquaire,
bourdonnait d'une faible vibration électrique, projetant une lueur jaunâtre et vacillante sur la peinture blanche écaillée de la balustrade du porche. Au-delà du cercle de lumière, les bois étaient animés par le chœur rythmé et pulsant des grillons, et l'appel lointain et solitaire d'un engoulevent. C'était le genre de silence profond qui invitait habituellement à la paix. Mais ce soir, il ressemblait à un procès aux enjeux élevés. Puis j'ai entendu la moustiquaire grincer, ce gémissement métallique familier qui n'avait pas changé depuis que j'avais 6 ans. Mon père, Robert, est sorti dans la nuit. Il n'avait pas son arrogance théâtrale habituelle. Ses épaules étaient affaissées, sa poitrine creuse, et sa respiration était lourde et laborieuse, comme s'il portait le poids physique de chaque mensonge qu'il avait jamais raconté. Il s'est approché de la petite table en osier et a posé une bouteille de bourbon haut de gamme. Le genre de bouteille chère qu'il n'ouvrait que pour les mariages, les funérailles ou la naissance d'un petit-fils. Il ne m'a pas regardé. Il ne le pouvait pas. Il a juste attrapé 2 petits verres à fond épais et a commencé à verser. Le liquide ambré a capté la faible lumière en éclaboussant le verre. Il m'a tendu un verre. Et pour la première fois en 20 ans, sa main n'a pas seulement effleuré la mienne. Elle s'est attardée. Sa peau avait la sensation d'un parchemin rugueux. J'ai passé un long, très long moment à me dire que tu étais un échec total, Maria, a-t-il commencé, sa voix un murmure rauque et saccadé qui dépassait à peine le bord du porche. J'avais besoin que tu sois un échec. J'ai passé 20 ans à construire soigneusement un monstre à partir de ton nom, juste pour avoir un endroit où déverser mes propres déceptions amères. Je pensais que si je criais assez fort et que je t'humiliais assez souvent, je pourrais en quelque sorte noyer la vérité terrifiante sur à quel point je t'avais réellement manqué en tant que père. Il a pris une longue et lente gorgée de bourbon, sa gorge travaillant dur pour avaler le liquide et la fierté qu'il avait étouffé pendant des décennies. Il a fouillé dans la poche avant de sa chemise en flanelle usée et en a sorti un minuscule morceau de papier froissé et très jauni. C'était une coupure d'un vieux journal militaire datant d'il y a 5 ans. Je l'ai reconnu instantanément. C'était une brève mention d'une décoration classifiée pour une officier anonyme. Mon nom figurait dans la première version divulguée, avant que les censeurs officiels ne s'en mêlent. J'ai vu ça, a-t-il murmuré, ses yeux rencontrant enfin les miens. Et ils étaient remplis d'un regret déchirant, dont je ne l'aurais jamais cru capable. J'ai vu le nom de Maria Barker sur une liste de héros nationaux. Et sais-tu ce que j'ai fait? Je l'ai déchiré. Je l'ai jeté à la poubelle, et je suis allé au garage pour boire. Parce que j'étais absolument terrifié. J'étais terrifié que ma fille soit un soldat meilleur et plus courageux que je ne l'ai jamais été. Je ne voulais pas croire que tu étais brillante ou puissante, parce que cela signifiait que j'avais passé la moitié de ma vie à me tromper sur tout. Il a fait une pause, une seule grosse larme roulant sur sa joue burinée et ridée. J'ai aussi brûlé tes lettres. Chacune de celles que tu as envoyées au cours des 20 dernières années. Je les ai jetées dans le four de l'atelier sans même les ouvrir, parce que je ne pouvais pas supporter le succès que je savais écrit à l'intérieur. Je suis un homme petit et amer. Maria. Je suis un lâche qui s'est caché derrière la grâce de sa propre fille. J'ai regardé la coupure de journal, puis l'homme qui avait passé 2 décennies à essayer d'effacer mon existence. La colère que j'avais portée, la fureur blanche et disciplinée qui m'avait soutenu à travers l'académie et les longues nuits solitaires en mer, s'est tout simplement évaporée. Elle a été remplacée par une pitié stupéfiante et silencieuse. J'ai tendu la main et j'ai posé ma paume sur sa main tremblante et tachée de graisse. Je n'avais pas besoin que tu voies la vis amiral, papa, ai-je dit doucement, les mots ressemblant à une prière dans la nuit. Je n'avais pas besoin des 3 étoiles ou des saluts pour prouver que j'étais digne de cette famille. J'avais juste besoin que tu me voies, moi. Simplement ta fille. La tête de Robert est tombée sur la table, tout son corps secoué par le genre de sanglots violents et déchirants que seul un homme qui a retenu une vie de honte peut produire. Il a pleuré pour les 20 ans qu'il avait volés, pour les mensonges qu'il avait racontés à James, et pour le père qu'il avait totalement échoué à être. Je suis tellement désolé, s'est-il étranglé entre 2 hoquets. Mon Dieu, Maria, je suis tellement désolé. Je me suis levé, et je l'ai pris dans mes bras. Il me semblait plus petit que dans mes souvenirs, ses os plus fragiles sous sa chemise, l'odeur d'huile de moteur et de vieux tabac, l'odeur de mon enfance, m'enveloppant. Mais ce soir, cela ne ressemblait pas à une menace. Cela ressemblait à des excuses. Je me suis souvenu des paroles de l'évangile de Luc, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Robert n'avait pas su. Il avait été aveuglé par sa propre fierté brisée. Et ce soir,
Les écailles lui étaient enfin tombées des yeux. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, sous les étoiles, le bourbon intact, alors que nous commencions à ramasser les morceaux. La vérité nous avait enfin libérés tous les deux, et le pont que nous construisions n'était pas fait de grade, mais de la grâce simple et angoissante d'une seconde chance. Le dimanche matin en Virginie est d'un calme particulier. Le soleil se déversait à travers les fenêtres de la cuisine en longs rayons dorés, attrapant la vapeur s'élevant d'une cafetière fraîche d'arabica. L'air était une riche symphonie d'arômes dominicaux, l'odeur douce et beurrée des pancakes sur la plaque de cuisson, et le grésillement salé et fumé du bacon épais dans la poêle en fonte préférée de ma mère. James se tenait près de la cuisinière, aidant maladroitement maman à retourner les œufs, son nouveau trident de cils captant la lumière. Mon père, Robert, était assis à sa place habituelle, en bout de table. Le Richmond Times-Dispatch était étalé devant lui. Quand je suis entré dans la pièce, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Robert n'a pas seulement levé les yeux. Il a plié son journal, s'est levé et a tiré la chaise à côté de lui. C'était un geste d'un profond respect d'antan, qu'il ne réservait habituellement qu'aux dignitaires en visite. « Bonjour, Maria » a-t-il dit, sa voix chaude et dépourvue du ton cassant qui avait défini notre relation pendant 20 ans. Un véritable sourire plissé jouait sur son visage buriné alors qu'il attrapait la cafetière. « Un café, vice-amiral » Je me suis assuré qu'il soit chaud, juste comme tu l'aimes. Il n'y avait aucune moquerie dans son ton, aucune pique cachée dans ses mots. Pour la première fois, il ne regardait pas l'employé de bureau ou l'échec qu'il avait inventé. Il regardait sa fille, la commandante, et il la voyait avec une fierté profonde et humble qui a rendu mon cœur plus léger qu'une brise du Pacifique. 1 heure plus tard, nous sommes entrés dans notre église locale, le même bâtiment en briques rouges où j'avais ressenti la piqûre d'un millier de chuchotements critiques pendant 2 décennies. Les voisins me regardaient toujours avec ces mêmes vieux yeux pleins de pitié, leurs expressions figées dans le souvenir de la fille Barker qui n'avait pas tenu le coup dans la marine. Mais Robert n'a pas laissé cela durer une seconde. Il est entré dans le sanctuaire la tête haute, sa main reposant fermement sur mon épaule. Lorsque le pasteur s'est levé pour saluer la remise de diplôme de James, mon père s'est levé également, sa voix ferme et résonnante, portant jusqu'au fond de la salle. Nous sommes bénis d'avoir James de retour, a annoncé Robert à la congrégation, sa voix tonnant d'une fierté nouvelle. Mais je veux aussi que vous souhaitiez tous la bienvenue à ma fille, Maria. Elle est maintenant vice-amirale au Pentagone, et elle revient tout juste de Coronado. C'est la véritable héroïne de la maison Barker, et je ne pourrais être plus honoré d'être son père. Une vague de silence stupéfait a parcouru les bancs, suivie d'une mer de regards écarquillés. Je n'ai pas ressenti le besoin de me cacher ou de me faire petite. Pour la première fois à Richmond, je me suis senti vraiment à ma place. Cet après-midi-là, la maison était remplie du son familier et réconfortant d'un marteau et d'une scie. J'ai trouvé Robert dans le salon, construisant méticuleusement une nouvelle vitrine en chêne sombre et poli. Il dégageait les trophées poussiéreux et les vieux certificats qui avaient dominé le mur pendant des années. Avec des mains prudentes et tremblantes, il a commencé à disposer mon grand uniforme blanc et mon épée d'officier au centre de la vitrine. Il s'est arrêté pour essuyer une tache sur l'une des 3 étoiles d'or de l'épaulette. Je veux que chaque personne qui franchit cette porte d'entrée ou qui visite mon atelier sache exactement qui tu es, Maria, a-t-il dit doucement, ses yeux ne quittant jamais l'uniforme. Je veux qu'il sache qu'un héros vit dans cette maison. J'ai passé 20 ans à cacher ta lumière sous le boisseau, mais c'est fini. Cette ville doit savoir ce qu'une Barker peut vraiment faire. La douleur de 20 ans a semblé s'évaporer dans l'odeur de la sueur fraîche et la chaleur de son regard. Le lendemain matin, nous nous sommes tenus à l'aéroport international de Richmond. L'air était vif, le ciel d'un bleu brillant et sans nuages. Robert m'a prise dans une étreinte qui semblait différente. C'était une étreinte qui portait l'odeur familière de l'huile de moteur et du tabac. Mais aujourd'hui, elle était enveloppée d'un nouvel amour inébranlable. « Retourne à Washington et fais ton travail, Maria » a-t-il murmuré à mon oreille. « Sache juste que ton père est assis ici, à Richmond, et qu'il attend de tes nouvelles. Nous sommes fiers de toi, ma chérie. » En montant à bord de l'avion, j'ai regardé le paysage de la Virginie, les collines ondulantes et la sinueuse rivière James. J'ai pensé aux mots d'Eleanor Roosevelt, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je n'étais plus le fantôme solitaire de la famille Barker. J'étais une fille qui avait enfin été ramenée du froid. Une nouvelle aube s'était enfin levée, et pour la première fois en 20 ans, la lumière était absolument aveuglante et magnifique. Je me tenais au pupitre en bois poli de l'Académie navale des États-Unis,
à Annapolis. En dessous de moi, une vaste mer d'aspirants dans leurs impeccables uniformes blancs d'été s'étendait sur la cour historique. Une vision de discipline absolue et d'espoir. C'était l'incarnation même de l'esprit américain que j'avais juré de protéger. L'air était vif, avec l'odeur du fleuve Severn et l'énergie électrique d'une nouvelle génération prête à servir. Au premier rang, sur le siège d'honneur, était assis mon père, Robert Barker. Ce n'était pas l'homme brisé que j'avais laissé dans l'ombre de notre maison de Richmond. Il était assis, la colonne vertébrale droite, la tête haute, ses yeux scintillant d'une fierté silencieuse et farouche pour laquelle je n'avais plus à me battre. En regardant ces visages avides, je n'ai pas vu d'étranger. Je me suis vu moi-même, il y a 20 ans, seul, incomprise, et portant un feu secret que le monde et ma propre famille avaient tenté d'éteindre. Je n'ai pas commencé mon discours de fin d'études par une liste de victoires stratégiques. J'ai commencé par le poids écrasant du silence que j'avais porté pendant 20 ans. Ce n'est pas le critique qui compte, ai-je dit, ma voix se projetant à travers les haut-parleurs et résonnant sur les murs de pierre historiques de Bancroft Hall. Ce n'est pas l'homme qui montre du doigt comment l'homme fort trébuche. Le mérite revient à la personne qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang de la lutte. J'ai regardé directement mon père en prononçant ces paroles emblématiques de Theodore Roosevelt. Il m'a fait un lent signe de tête, une seule larme traçant un chemin à travers les rides profondes de son visage. J'ai parlé aux aspirants des batailles silencieuses, celles menées dans des pièces sans fenêtres au Pentagone et sur les porches sombres de nos propres maisons. Je voulais qu'ils comprennent que la vérité est comme un phare. Elle peut être obscurcie par le brouillard le plus épais des préjugés et des mensonges pendant des années, mais elle ne cesse jamais de briller. Sa lumière est patiente, et finalement, le brouillard se dissipe pour révéler le rocher sur lequel nous nous tenons. L'intégrité, ce n'est pas ce que les gens voient. C'est ce que vous faites quand personne ne regarde. Puis, d'une voix qui n'a pas faibli, j'ai annoncé la création du fonds de bourse d'études des héros silencieux. Je l'ai nommé d'après ma mère, la femme qui avait courageusement empêché notre famille de s'effondrer, pendant que les tempêtes de l'ego de mon père faisaient rage. Ce fonds est spécifiquement destiné à ceux à qui le monde dit que vous n'êtes pas assez bon, ai-je dit, les mots résonnant dans le silence de l'académie. Il est pour ceux dont les plus grands sacrifices sont faits dans l'ombre, sans être observés ni remerciés. J'ai regardé avec le cœur plein, alors que mon père se levait et montait sur scène. Ses pas étaient mesurés et lourds d'un nouveau but. Il s'est tenu à côté de moi, sous l'immense drapeau américain, sa main rugueuse saisissant la mienne avec une force qui parlait de rédemption totale. Ensemble, nous avons remis la première bourse à un brillant aspirant de Virginie. À ce moment-là, les conflits de 20 ans, les insultes, l'humiliation et les lettres brûlées ont été enterrés. C'était la victoire ultime de l'amour sur un orgueil aveugle. Nous n'étions plus deux étrangers. Nous étions une famille, forgée dans le feu de la vérité. L'histoire a vraiment atteint sa conclusion des semaines plus tard, alors que je me tenais seul sur le vaste pont d'envol de l'USS Abraham Lincoln. Nous étions au cœur du Pacifique, et le soleil commençait sa descente majestueuse, peignant le ciel de nuances violentes d'orange, de violet et d'or. Je n'étais plus une victime du mépris de mon père, ni le fantôme du passé de ma famille. J'étais une personne qui avait réussi à architecturer son propre avenir. La tragédie d'avoir été négligée était devenue ma plus grande force en tant que leader. Elle m'avait donné l'empathie nécessaire pour reconnaître l'excellence discrète chez les autres, que le monde ignore souvent. J'ai levé la main et j'ai touché le poids froid des 3 étoiles d'or sur mes épaulettes. La vérité m'avait enfin libéré, et l'amour de ma famille m'avait enfin ramené à la maison. Un vent chargé de sel a pris mes cheveux, portant l'appel d'une nouvelle mission. J'ai pris une profonde et stable inspiration, me tenant droite dans le silence imposant de ma propre autorité. Je savais exactement qui j'étais, et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où était ma place. J'ai regardé vers l'horizon, prêt à accueillir l'aube, portant les paroles d'Isaïe dans mon cœur, me voici. Envoie-moi. Avec le recul, mon parcours ne consistait pas seulement à gagner des étoiles. Il s'agissait de protéger la lumière en moi, quand le monde essayait de me dire que j'étais invisible. La leçon la plus précieuse que je puisse partager est la suivante, votre valeur n'est pas une négociation. Ne laissez jamais l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir votre valeur définir votre réalité. L'intégrité est un jeu de longue haleine. Elle exige une force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour être vraie. Quand vous restez fidèle à votre but, la vérité ne fait pas que refaire surface. Elle devient une fondation qui ne peut jamais être ébranlée par les préjugés ou le jugement de quiconque.
Merci de m'avoir accompagné à travers cette tempête. Cela signifie énormément pour moi de savoir que mon histoire vous a touché. Si le parcours de Maria a touché votre cœur ou vous a rappelé votre propre force intérieure, veuillez soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à partager ces histoires puissantes de résilience et d'espoir avec le monde. Avant de partir, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû garder le silence en attendant que la vérité parle? Commentez le mot foi ci-dessous. Je vous lirai.